Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le Burkina Faso a été la cible d'une attaque terroriste hier dimanche. L'opération des forces de sécurité contre les assaillants djihadistes présumés du café-restaurant Istanbul de Ouagadougou a pris fin. Bilan de l'attaque, plus de 18 morts et plus de 10 blessés. Nous serons en direct avec notre consoeur Fatou Koulibaly, journaliste à BF1 dans cette édition. Ici, en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et ses partenaires techniques et financiers viennent de lancer une enquête pour évaluer la prévalence du VIH-Sida. Le Burida, le bureau ivoirien du droit d'auteur, continue de mener la lutte contre le piratage des œuvres des artistes. 50 appareils et plus de 70 000 CD et DVD piratés ont été saisis. Voilà, nous vous le disions dans nos titres, le Burkina Faso a été chez la cible d'une attaque terroriste hier dimanche. L'opération des forces de sécurité contre les assaillants djihadistes présumés du café-restaurant Istanbul de Ouagadougou a pris fin. Bilan de cette attaque, plus de 18 morts et plus de 10 blessés. Wilfried Herman Djivé. Avenue Kwame Nkrumah de Ouagadougou. Depuis son balcon, un homme capte ces images. Des coups de feu retentissent. Le restaurant Istanbul vient d'être la cible d'une attaque terroriste. Selon plusieurs témoins, 3 hommes sont arrivés à bord d'un véhicule de type 4x4 et ont ouvert le feu sur une clientèle qui passait une soirée tranquille. Une soirée tranquille qui vire au cauchemar. La riposte s'organise. La police, l'armée et la gendarmerie donnent l'assaut. Les tirs nourris au départ deviennent ensuite sporadiques. Les assaillants sont mis hors d'état de nuire. Au petit matin, le théâtre des événements reste bouclé par la police, la gendarmerie et par l'armée. Une attaque dont le bilan s'élève à 18 morts et une dizaine de blessés. C'est la 2e fois que des assaillants frappent dans ce périmètre. Au nombre des victimes, un ressortissant français. Le président français Emmanuel Macron a condamné l'attaque terroriste et a exprimé sa compassion et sa solidarité à l'égard des familles des victimes. Il a également réaffirmé le soutien de la France aux côtés des pays de la sous-région pour poursuivre la lutte contre les groupes terroristes. Nous vous proposons maintenant ce télégramme officiel de la présidence de la République de Côte d'Ivoire à son Excellence Monsieur Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO. Monsieur le président et cher frère, c'est avec une très vive émotion que j'ai appris la terrible nouvelle de l'attentat terroriste survenu au café-restaurant Aziz Istanbul de Ouagadougou le dimanche 13 août 2017 qui a fait plus de 18 morts ainsi que de nombreux blessés. En ces instants particulièrement douloureux, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour condamner avec la plus grande fermeté cet acte ignoble et lâche et manifester la solidarité de la nation ivoirienne au peuple frère du Burkina Faso. Partageant la grande peine du peuple burkinabé, je voudrais exprimer à vous-même et à votre gouvernement ainsi qu'aux familles éplorées mes condoléances les plus attristées. Je vous prie de bien vouloir transmettre mes sincères vœux de réconfort et de prompt rétablissement aux blessés. Très haute considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Retrouvons sur place au Burkina Faso notre consoeur Fatou Koulibaly Koné, elle est journaliste à BF1. Alors dites-nous Fatou, quel est le point de la situation à l'heure actuelle? Tout à fait, monsieur. D'après le dernier bilan ici fourni par le gouvernement, 18 personnes sont mortes et une dizaine d'autres blessées dans l'attaque terroriste d'hier nuit. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, même si les autorités ici évoquent une offensive djihadiste. Car selon eux, celle-ci rappelle en tout point celle du 15 janvier dernier de 2016 perpétrée par Al-Qaïda contre le café Cappuccino et durant laquelle 30 personnes avaient été tuées et 71 blessées. Même cible, un établissement du centre-ville de Ouagadougou fréquenté par des expatriés. Même mode opératoire, un commando léger qui mitraille la foule avant de se retrancher dans un bâtiment pour attendre l'assaut des terroristes.
Alors Fatou, dites-nous, est-ce que les activités ont repris ce matin, bien sûr, après l'assaut final? Alors, je pense qu'il y a un sentiment mitigé. Il y a la peur, il y a l'angoisse. Et parmi eux, certains trouvent le courage d'aller de l'avant, car c'est leur manière de lutter contre le terrorisme. Et malgré que la gendarmerie nationale ait publié sur sa page Facebook depuis 5 heures du matin la fin de l'assaut après avoir abattu les 2 assaillants, la population reste prudente. Les voies d'accès sur l'avenue Kwame Nkrumah sont toujours barricadées. Certaines entreprises aux alentours sont toujours fermées. Les chefs d'entreprise ont demandé à leurs employés de rentrer chez eux. Et je pense que la population attend d'être vraiment rassurée par le gouvernement pour pouvoir vaquer à leur occupation tranquillement. Voici le point actuel que je peux vous donner. Merci à vous, Fatou Coulibaly. Merci d'avoir répondu à nos préoccupations. Rappelons que le Burkina Faso a été la cible d'une attaque terroriste hier dimanche. L'opération des forces de sécurité contre les assaillants djihadistes présumés du café-restaurant Istanbul de Ouagadougou a pris fin. Le bilan de cette attaque, vous l'avez entendu tout à l'heure, de plus de 18 morts et plus de 10 blessés avec la neutralisation de terroristes. Nous étions en ligne avec notre consoeur Fatou Coulibaly. Deuxième grand titre de cette édition, revenons en Côte d'Ivoire pour parler de toute autre chose de santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avec ses partenaires techniques et financiers viennent de lancer une enquête pour évaluer la prévalence du VIH au sida en Côte d'Ivoire. Godfrey Kambawa, Wilfried Herman Givé. Mettre à la disposition de tous les partenaires et acteurs intervenant dans la lutte contre le VIH-Sida des données fiables, c'est l'objectif de l'enquête qui permettra d'estimer la prévalence de la suppression de la charge virale du VIH en Côte d'Ivoire. Cette enquête permettra également, selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, de mesurer les comportements à risque afin de donner une réponse à cette pandémie. La Côte d'Ivoire est le seul pays de l'Afrique de l'Ouest à mener l'enquête CIFIA, une enquête qui va nous permettre de relever des indicateurs très clairs pour la première fois en Côte d'Ivoire. Par exemple, pouvoir savoir le nombre des adultes et des enfants vivant avec le VIH. Au regard de l'objectif fixé par la Côte d'Ivoire, à savoir atteindre très rapidement les 90, à savoir que 90% de tous ceux qui sont malades puissent être détectés et de l'ensemble des détectés que nous puissions au moins avoir 90% qui soient sous couverture ARV et que l'observance soit à un tel niveau au point que nous puissions avoir 90% de régression des charges virales de telle sorte que nous puissions avoir affaire à une population qui ne puisse plus transmettre de nouvelles infections. Grâce à l'appui financier du PEPFAR, le plan d'urgence américain pour la lutte contre le VIH-Sida, 14 pays en Afrique, y compris la Côte d'Ivoire, bénéficient de cette évaluation. Une opération qui prendra fin en 2019. Elle vise essentiellement les ménages et les enfants. Wilfried Herman Givé, la ville de Grand Bassam abrite les travaux du 9e colloque international des musulmans de l'espace francophone sur le thème « L'islam et les défis contemporains ». L'objectif de ce colloque est d'engager des discussions et des débats autour des questions qui intéressent la société musulmane. Abou Sadogo. Les travaux du 9e colloque international des musulmans de l'espace francophone ouvert à Grand Bassam. Il se donne pour objectif de créer et de favoriser la rencontre entre les différents acteurs musulmans, de leur faire partager leurs expériences, les amener à échanger en tenant compte des spécificités nationales. Pourquoi le CIMEF? Il s'agissait en son temps d'un séminaire international de formation des responsables des associations islamiques de l'Afrique de l'Ouest, de trouver un cadre d'échange entre les musulmans de l'espace francophone pour qu'ensemble, on puisse échanger nos expériences pour prévenir les crises et aussi éviter les erreurs dans notre travail islamique.
C'est en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, parrain de cette 9e édition, que le professeur Tariq Ramadan a exposé sur le thème « L'islam et les défis contemporains ». Comment rester fidèle à la voie. Les défis, ce n'est pas forcément ceux qu'on nous pose depuis l'extérieur, c'est ceux qu'on doit comprendre de l'intérieur. Il y en a un vrai défi aujourd'hui, c'est comprendre la globalité de notre message de façon équilibrée, entre les règles qu'il faut respecter, les valeurs qu'il faut comprendre et puis les objectifs qu'il faut essayer d'atteindre. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a salué la tenue de ce colloque en terre ivoirienne. Il a indiqué à la suite de l'exposé du professeur Tariq Ramadan que l'un des défis à relever demeure le vivre ensemble. Les religions sont des solutions pour vivre en paix, pour que les hommes puissent vivre en harmonie les uns avec les autres, pour éviter les guerres. Tous ces enseignements, on voit que si on les applique sous la base de notre foi religieuse, nous permettent d'être des gens bien. Nous devons donc travailler à ne pas franchir le cap que font certains, de transformer l'islam en un contenu idéologique politique. Dès que vous rentrez dans la politique, vous rentrez dans les travers de conquête des territoires, de conquête du pouvoir, de conquête d'espace, de conquête d'influence, avec tout ce que cela entraîne comme vanité, orgueil. Et le défi aujourd'hui contemporain, c'est de continuer à vivre ensemble. Comment vivre ensemble dans notre diversité? Comment vivre ensemble en paix? 18 pays prennent part à ce colloque, au menu duquel figurent des sessions plénières, des ateliers thématiques traitant de plusieurs sujets, notamment l'équilibre entre les règles et les objectifs supérieurs, le sens d'être fidèle à l'islam. Le colloque va durer 5 jours. Abou Sanogo, la 6e édition du Rassemblement international des femmes au pied de Jésus-Christ a eu lieu il y a de cela quelques jours à la cathédrale Saint-Paul, ici à Abidjan. Objectif, travailler à la restauration de la femme. Honorine Kakoubla à Nigori. Paris gagné pour le RIF 2017. Femme en couronne de gloire, vit ton appel, est le thème de la 6e édition du RIF, le Rassemblement international des femmes au pied de Jésus. Pour le ministère catholique d'évangélisation des femmes, le MICEF de la communauté catholique Mère du Divin Amour, il s'agit d'appeler les femmes à un réveil spirituel, de les aider à traduire l'évangile en termes de comportement décent et à gérer ainsi leurs problèmes à la lumière de la parole de Dieu. Le RIF 2017, avec pour thème « Femme couronne de gloire, vis ton appel », doit être pour nous toutes un retour réel aux valeurs divines. Voici, bien-aimés, le challenge et le pari que nous voulons gagner. Toi, femme, Dieu veut encore te donner sa couronne, puisque cette couronne elle est tombée et que Dieu la ramasse par Jésus-Christ pour mettre cela sur ta tête, pour que ton humanité en tant que femme soit bénie, pour que l'humanité soit totalement renouvelée dans le sang de Jésus. Message bien perçu par les participantes à cette grande rencontre. Elles ont décidé de s'engager résolument à suivre les principes du Christ. Pour que chaque femme de la Côte d'Ivoire porte sa couronne. Moi aujourd'hui, j'accepte de lui donner ma vie pour toujours jusqu'à la mort. Louange, prière, enseignement, messe, délivrance, bénédiction pour la paix en Côte d'Ivoire ont constitué les temps forts du RIF 2017. Autre sujet, le président du conseil régional du Kabadougou était cette fin de semaine sur le chantier du bitumage de l'axe Odiéné-Gbéléban. Il est allé s'imprégner de l'évolution des travaux. Kwasi Mamadou. Le stade Mamadou Koulibaly d'Odiéné rénové entièrement avec de nouvelles installations. Une rénovation qui permet au stade de la capitale du district de Denguéré de répondre aux normes internationales. Cette réalisation est l'œuvre du conseil régional du Kabadougou qui veut davantage permettre à sa jeunesse de trouver des activités de récréation. Amener l'équipe du Denguéré à jouer ce match au niveau d'Odiéné. Comme vous le savez, cette activité peut permettre non seulement de relancer l'économie, mais également de sortir des valeurs en matière sportive, et surtout en matière de football. Après les échanges avec l'ONS, cette grille de protection qui est l'une des conditions qui a été mise par aussi bien
la Fédération ivoirienne de football que l'ONS. Cette visite de terrain du président du conseil régional du Kabadougou ne s'est pas limitée qu'au stade Mamadou Koulibaly. Souleymane Koné et son équipe se sont rendus sur le chantier du bitumage de l'axe Béléban-Odiéné. Une visite de terrain qui lui a permis de s'imprégner de l'évolution des travaux. Les responsables de l'entreprise en charge des travaux ont rassuré le président du conseil régional et son équipe de la fin des travaux dans les délais. D'une distance de 112 km, les travaux sont estimés à environ 40 milliards de francs CFA et seront livrés au cours du premier trimestre 2018. Rendons-nous maintenant dans la localité de Dembokro, c'est au centre de la Côte d'Ivoire, région de Nzing. Le conseil régional de cette localité a fait le point de ses réalisations. Eugène Atoubé. Au quartier Belleville à Dembokro, un ensemble de bâtiments en cours d'achèvement. C'est la future caserne que le conseil régional d'Unzi a fait construire pour l'ONPC, Office national de la protection civile. Un projet apprécié des populations comme nombreux autres du reste, entièrement achevé ou en cours d'exécution. La réponse aux besoins et aspirations des populations. À la dernière session du conseil régional, le président Guessant Kofi Bernard a présenté aux populations les acquis et surtout l'état des finances de la structure décentralisée et tout ce qu'il y a à faire dans cette région en termes de progrès et de développement. Le tout soutenu par un budget de 3 milliards 453 millions de francs CFA, dont 2 milliards 645 millions de francs CFA consacrés à l'investissement. Nous sommes une région d'Imoko, Bokanda, Kwaskwasiko. La population elle-même continue de voir les actes et les actions que nous posons. Mais on ne peut pas tout faire en même temps, malheureusement. Je demande à la population d'être indulgente. Vu la minceur de ce budget et face à l'énormité des besoins, les projets ont été exécutés par priorité. Ainsi, le conseil régional d'Unzi a réhabilité la salle des professeurs du lycée moderne de Dembokro, construit une cantine scolaire à Bengassou, doté les villages de Boré et Yangokro en ouvrage de desserte en eau potable, quand Bendek Kwasiko recevait un centre de santé. Des villages aujourd'hui que l'on peut facilement rallier à partir des chefs-lieux du département que sont Bokanda, Kwasiko et Dembokro même, des localités qui composent la région d'Unzi. Le désenclavement des localités, un grand défi que veut réussir le conseil régional d'Unzi. Toujours à Dembokro, région d'Unzi, 13 villages ont décidé d'adopter de bonnes pratiques d'hygiène en mettant fin à la défécation à l'air libre. Kwasi Mamadou. La méthode de l'assainissement total pilotée par la communauté ATPC est une approche innovante et un programme de sensibilisation et d'éducation pour le changement de comportement sanitaire des ménages en milieu rural. Grâce à cette approche, 13 villages ont un statut de fin de défécation à l'air libre. Autrement dit, le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme certifie officiellement que dans chacun des villages, chaque famille dispose désormais d'une latrine et dont les membres essaient de mettre fin à la défécation à l'air libre. 13 communautés, ça fait autour de 1000 familles qui vont mettre fin à cette pratique qui est source de maladies. En tant que directrice de l'assainissement en milieu rural, je me sens comblée. Je voudrais féliciter les populations de ces villages qui ont adhéré à la vision de changer leur comportement pour adopter de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement pour améliorer leurs conditions de vie et de santé. Le directeur national de Habitat for Humanity Côte d'Ivoire, Yao Jean-Jacques, partenaire technique et financier du projet, a dans son adresse saisi l'occasion pour réaffirmer son engagement et son combat auprès des plus défavorisés en les aidant à améliorer leurs conditions de vie. Au total, le projet d'hygiène et d'assainissement par la méthode ATPC a permis de construire 414 latrines améliorées dans la région d'Unzi et plus de 2000 personnes ont quotidiennement accès à des latrines améliorées et ont assimilé les bonnes pratiques d'hygiène. La mairie de Tiendiekro a initié un concours de salubrité pour inciter les populations à s'approprier l'opération Grand Ménage du gouvernement ivoirien. Les résultats de cette compétition sont connus. Léon Broukwame, RTI Boaké. Konakwamekro, commune de Tiendiekro, département de Didiébi. Pas d'ordures ni d'herbes, pas de divagation d'animaux. Tous dans des enclos ou largués. Pas de défécation à l'air libre non plus, des latrines à cet effet. Ce que tu vois que c'est petit derrière maison là,
tous ces WC. Si on chie à terre, c'est pas bon. À cause de ça, chacun son WC. Et puis quand on voit ça là, c'est joli à voir encore. On nous a dit de faire des latrines. Quand j'ai informé les villageois, ils m'ont suivi. Nous balayons notre village. Nous avons isolé les animaux. Non-défécation à l'air libre, non-divagation d'animaux dans une localité débarrassée de ses ordures. 3 critères qui hissent Konakwa-Mékro au rang de localité la plus propre, une distinction au terme du concours de la salubrité à l'initiative de la mairie de Tiendiekro, une façon d'amener les 15 villages de la commune à s'approprier l'opération Grand Ménage. On a déjà été premier. On vient encore d'être premier. Je vais continuer à mobiliser les villageois à assainir notre village. Tous les trimestres, nous allons revenir vers les populations pour faire ce point au niveau de la salubrité. Pour nous, c'est une évidence, c'est la santé, la propriété, c'est la santé, c'est la vie. La santé, c'est la vie, soutient aussi le secrétaire général de la préfecture de Didier Bi. Remettant du matériel de salubrité aux lauréats du concours, Tina épouse Tou exhorte Konakwa-Mékro à persévérer et les autres localités à copier ce modèle de salubrité. Autre titre de cette édition, le Burida, le Bureau ivoirien du droit d'auteur, continue de mener la lutte contre le piratage des œuvres des artistes. 50 appareils et plus de 70 000 CD et DVD piratés ont été saisis. Serge Kolia, compte rendu. C'est le président de la commission du Burida chargé de la lutte contre le piratage qui nous fait le point de l'opération conduite par la brigade spéciale dans le district d'Abidjan. Le comédien et metteur en scène Kouya Nyepa, alias Gui de Fer, commence par nous ouvrir les portes d'une salle bondée de CD et de DVD piratés. Près de 70 000 œuvres artistiques contrefaites saisies en seulement 15 jours d'action sur le terrain. Ces milliers de CD et DVD piratés constituent des pertes énormes. La commission de lutte les estime à des centaines de millions. Cette saisie montre surtout l'ampleur de ce phénomène qui ruine les espoirs des artistes malgré tous leurs efforts. Dans une autre pièce de la maison, une cinquantaine d'appareils d'enregistrement et de duplication. Ils appartiennent également aux pirates qui en ont été dépossédés. Ils ont du matériel que nous-mêmes, on n'en a pas pour faire notre travail. Eux, ils ont ça. C'est des appareils qui servent à dupliquer les œuvres des artistes de manière illégale et ils les vendent au niveau d'Agamé. Il y a un coin à l'Agamé, on appelle la dalle. À Yopougon, à Bobo, alors là c'est pire. Et c'est des ordinateurs que j'utilise pour pirater de manière illégale les œuvres des beaux artistes qui mettent assez de millions pour entrer en studio, assez de millions pour faire une promotion. C'est déplorable pour moi, c'est déplorable. À la question de savoir si ces fraudeurs ont été mis aux arrêts, le président de la commission nous explique qu'ils ont été pour la plupart remis en liberté. La raison, c'est que la justice agit seulement qu'en cas de récidive. Il faut être un pirate par habitude, ce qui complique davantage la tâche du Burida qui souhaite que la loi soit renforcée pour décourager les pirates. Le Burida en appelle au soutien des autorités et des populations pour endiguer ce mal qui tue les artistes tout en enrichissant les fraudeurs. Serge Kolia, à Divo, 40 riziculteurs participent à une formation pratique et théorique sur la culture du riz. Ils sont satisfaits de cette formation qui apportera beaucoup à leur localité. Leur formateur des Chinois. Jean de Dieu Daniel, RT Boaké. Invité par l'ONDR, l'Office ivoirien du développement du riz, 40 riziculteurs venus de toutes les régions du pays participent à une session de formation théorique et pratique sur la culture du riz. Formation d'une durée de mois qui a débuté par la faisabilité des planches du riz, l'ensemencement, la transplantation jusqu'à la récolte. L'encadrement des riziculteurs est assuré par une équipe chinoise. La Chine, faut-il le rappeler, occupe la première place en matière de production de riz, soit 35% de la production mondiale. Les participants souhaitent la mécanisation de la culture du riz en Côte d'Ivoire. On a vu comment manipuler les machines. Je suis très contente. Je suis venue à cette formation, mais j'aimerais que les Chinois partent dans notre zone pour aller voir ce qui se passe là-bas et voir comment ils peuvent nous aider. Nous souhaitons, après ce séminaire, que le gouvernement de la Côte d'Ivoire, les structures qui nous encadrent,
vont mettre la bouchée double pour pouvoir accompagner les riziculteurs que nous sommes avec des machines. Certains participants ont émis le vœu de voir ce genre de sessions se multiplier afin de faire de notre pays le grenier de la sous-région. Il est non-voyant et kinésithérapeute. Dali Gogo exerce dans sa propre clinique. Il arrive à satisfaire ses patients malgré son handicap. Chris Diomandé, Delphine l'a regardé. Coco Diangré, 8e tranche. Au premier étage de cet immeuble vit Dali, marié, père de 3 enfants. Il est non-voyant et kinésithérapeute depuis 30 ans. Au réveil, il confie sa journée à Dieu avant de rejoindre son lieu de travail, pas loin de son domicile. Il explique ici son parcours. J'ai toujours été malvoyant et jusqu'en terminale. Et donc là, après le bac, la vision était devenue très basse, très difficile. Et donc c'est ainsi que j'ai opté pour les études de kinésithérapie, qui sont des études beaucoup plus adaptées aux personnes malvoyantes. Donc je suis allé en France, ça c'était déjà dans les années 80, 82. Je suis allé en France, j'ai fait mes études et en 86 je suis revenu. Donc du coup j'ai commencé à travailler, d'abord un peu en libéral et puis après je suis rentré à la fonction publique. Je suis resté au CHU de Pougon pendant un peu plus de 20 ans. Et puis là, bon, il y a 2 ans, j'ai décidé d'arrêter, d'anticiper. Et je suis venu m'installer à mon propre compte. À l'intérieur du centre, toute une équipe aux soins des patients. Vous décollez légèrement le dos du siège, du dossier, voilà. Voilà. Alors vous me résistez bien. Encore. Il a été opéré il y a 2 mois de cela maintenant et on nous l'a transféré ici pour pouvoir faire la rééducation pour qu'il puisse mieux marcher. Les patients de Dali sont des personnes atteintes d'AVC, de douleurs articulaires, des accidentés et des enfants nés avec des malformations qui viennent pour une rééducation. C'est un traitement de courage. Il faut avoir du courage, sinon c'est pas facile. Hein? Mais il faut avoir beaucoup de courage. Quand je venais ici, je ne peux pas m'asseoir comme ça. La minute que je fais là, je ne peux pas faire ça. Mais avec la rééducation, ça va. Il y a 2 mois, j'ai eu très mal au dos. Après le diagnostic, on m'a décelé une lombo-sciatique qui descendait sur le côté gauche. J'avais du mal à conduire, j'avais du mal à me coucher même. Et puis j'ai eu 10 premières séances et aujourd'hui nous sommes dans la dernière phase où je n'ai pratiquement j'ai plus mal. Quand je venais avec l'enfant ici, le 6 mai, il ne marchait pas, il ne parlait pas. Mais depuis que je suis venue avec l'enfant ici, il a commencé à parler et lui-même il mange. Au début il était dépendant de moi, mais présentement il est indépendant. Dali a son secret entre ses doigts. Tout est de l'art. C'est un métier pratique, c'est un métier manuel et c'est un métier qui permet à la personne qui est malade d'être tout de suite touchée là où le mal existe. Mais souvent, Dali rencontre des difficultés. Les personnes handicapées nécessitent que j'ai des appuis, des aides, des soutiens, mais j'ai toujours été autonome. Et des fois, bon, vous avez bien envie d'entreprendre quelque chose, mais la situation, l'environnement n'est pas aussi bien adapté que cela l'est ailleurs. C'est comme toute personne handicapée, ce sont les problèmes d'accessibilité. On s'adapte. Son efficacité et son courage ont fait de lui une personne incontournable dans le milieu des kinésithérapeutes. Il est beaucoup sollicité pour des séminaires. Handicapé et kinésithérapeute, Dali effectue de nombreux voyages dans plusieurs pays d'Afrique, d'Amérique et d'Europe pour partager son expérience grâce à son métier depuis plusieurs années.
Terminons avec cette information. Les championnats du monde d'athlétisme 2017 se sont achevés à Londres avec un hommage à Usain Bolt, une cérémonie de clôture. Avant cette cérémonie, Allyson Felix a remporté sa 16e médaille mondiale. Elle a obtenu l'or avec le relais américain aux 400 mètres. Allyson Felix devient ainsi l'athlète la plus médaillée des mondiaux. Et nous avons vu là notre compatriote Talou qui a remporté la médaille d'argent aux 200 mètres. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI1.